Voilà, de retour pour la troisième partie, toujours avec Yann. Troisième. C'est le sprint final, le dernier métro, le dernier tango aiguisé. Pour... Dernier tango aiguisé. Ouais, je fais des remixes. Un taxi pour Tabrouk. Un taxi pour Tobruk ou un taxi pour le Caire. En tout cas, on a décidé que dans cette partie, on va parler quand même de l'Indonésie, parce que ce serait quand même dommage de passer à côté. C'est vrai. Parce que tu as quand même fait pas mal de choses. Ah bah voilà, en plus le truc, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu casses tout là? Non, tu casses je tout. suis en train de chercher mon petit dossier. Voilà. Et donc, l'Indonésie, parce que toi, l'Indonésie, justement, moi, je découvre un peu l'Indonésie. Je connais, comme tout le monde, Bali. Je connais les plages, il paraît que machin, c'est super. Il paraît que. Il paraît que. Ouais. Mais il y a toute une dimension mystique. Hein, il y a aussi, toute une. Il y a plusieurs dimensions. Ouais. Il y a une première dimension spirituelle qui est omniprésente partout en Indonésie, qui donne je sais pas comment dire, un sentiment de bien-être, je dirais, peu importe où on va. Il y a aussi une dimension architecturale classique, on va dire, avec les temples de Bali, les temples bouddhistes, hindous, les temples qu'on retrouve aussi sur Java, Borobudur et Prambanan. Borobudur, plus grand temple bouddhiste du monde. Exactement. Ça, on a mis nos photos, on a un petit article là-dessus sur le site. Ça ressemble à des cloches comme ça, un peu posées. Oui, c'est ce qu'on appelle les stupas. Ouais. Donc les stupas, en fait, ce sont des cloches, mais qui ne sont pas vides. Dans chaque stupa, il y a un Bouddha, qu'on ne voit pas, mais il est juste là pour l'emblème qu'il représente. Donc oui, Borobudur, c'est le plus grand temple bouddhiste du monde, on y est allé. On a même eu la chance de, entre guillemets, guider des étudiants locaux sur place pour leur apprendre la chronologie de la construction de Borobudur. Pareil à Prambanan, où on a pu enseigner, c'est un bien grand mot, mais en tout cas transmettre certaines choses, y compris la légende de la construction de Prambanan, à des Indonésiens qui étaient venus d'un petit village de l'ouest de Java, où ils avaient fait 13 heures de car pour voir ces sites. Et c'est une rencontre vraiment exceptionnelle, parce que déjà l'échange culturel que ça nous a permis d'avoir, et aussi de se dire, ça va, on maîtrise notre truc. Si on peut apprendre des choses aux Indonésiens quand on se retrouve là-bas, on se dit, bon, quand même, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, à l'image là? Ça, c'est quoi? Alors voilà, cette année, donc, comme je mentionnais avant, nous, on lance aussi des petits voyages organisés qui permettent de combiner la tranquillité du voyage organisé. C'est-à-dire, j'ai rien à faire, tout est fait. Et de le combiner avec la qualité et le côté unique de l'expérience du voyage qu'on ne connaît que quand on fait un voyage sac à dos. Du coup, que ce soit en Égypte ou en Indonésie ou en Islande, donc on va emmener des gens, on amène des gens. Et cette année, donc, vous pouvez, pour les gens qui sont curieux et qui veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur le site. Donc on a une rubrique avec nos circuits, avec l'Égypte, puis il y a tous les détails avec les dates. Donc l'Égypte, ça va être du 27 septembre au 9 octobre. Et après ça, on va aller en Indonésie du 28 octobre au 13 novembre. Et en Indonésie, en dehors de la biodiversité, des espèces endémiques, des fonds marins exceptionnels qu'on va montrer aux gens, on va aussi explorer 2 sites monolithiques, mégalithiques, qui sont absolument, je ne vais pas dire inconnus. En tout cas, le premier que tu montres à l'image, c'est la vallée de Bada. La vallée de Bada, ouais. La vallée de Bada. Je ne connais pas du tout. Voilà. Même quand on tape, même en anglais, Bada Valley, qui normalement augmente le nombre de résultats sur Google ou sur YouTube, on a très très peu d'infos, très très peu de vidéos. Donc on va aller là-bas, avec des gens. Comme je dis avant, c'est toujours des tout petits groupes, parce qu'on veut vraiment maintenir une qualité d'expédition et d'expérience au maximum. Donc, en petit comité. Hein. Voilà, pour l'Indonésie de cette année, on n'accepte que 6 personnes. D'accord. En plus de ma femme et moi qui partons explorer ces sites. Donc là, on est sur Bada Valley, donc on est dans la grande île de Sulawesi, Sulawesi, qu'on appelait avant les Célèbes en français. Et donc là, on est absolument au milieu de nulle part. Pour aller là-bas, il va falloir aller à Jakarta. Ensuite, il faudra reprendre un autre avion jusqu'à Makassar, qui est la plus grande ville de Sulawesi. Et ensuite, un autre vol de Makassar jusqu'à Palu.
Une fois qu'on est à Palu, on va avoir notre contact local avec qui je travaille depuis de nombreuses années, depuis mes premiers voyages en Indonésie, qui va venir nous chercher. Et ensuite, on va faire quelques heures de voiture, à pas plus de 20-30 km/h. Et on va arriver au milieu de nulle part. Donc là, on est au bout du monde. Si vous cherchez Badavali et que vous voyez où c'est, vous verrez pourquoi on est au bout du monde. Et on est dans un site mégalithique qu'on peut assimiler au niveau des statues à l'île de Pâques, toute proportion gardée, bien sûr. Mais on a aussi d'énormes autres réalisations comme ça, des cuves, et avec toujours, comme je disais avant, tu vois, ce côté un petit peu cataclysmique. Ouais. Tout est cassé, tout est éparpillé. C'est quoi comme pierre? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas allé sur place. Je préfère voir sur place. Je ne sais pas si c'est du granit ou pas. Je ne sais pas si c'est du granit ou si c'est autre chose, mais en tout cas, il est très probable que ce soit du granit, parce qu'au nord du Laos, on a aussi ce qu'on appelle la vallée des jarres, dans laquelle on retrouve à peu près, toute proportion gardée, en termes de taille et de nombre, à ce qu'on a à Badavali. Et là-bas, c'est du granit, au Laos. Donc là, Badavali, mais Badavali, on est vraiment... Ces cuves, là, elles font la taille d'un homme. La taille d'un homme, hein, voilà. Quand même, ouais. Et pareil, on a toujours, comme je disais, ce côté cataclysmique. On sait pas, tu peux passer les photos. Hein. Ouais, je passe. Voilà. Donc là, c'est... Donc la théorie officielle, c'est que c'était des réceptacles pour de l'eau. D'accord. Mais moi, si j'ai envie d'avoir un réceptacle pour de l'eau, je vais le faire de manière à ce que je puisse la prendre, l'eau. Ouais. la prendre sans devoir installer une échelle. Voilà. Donc c'est pas très logique. Ça peut rejoindre, je sais pas s'il y a des questions qui vont être posées concernant les géants, les néphilim. Ouais. Bon, ça c'est aussi possible. Donc là, on a des... Et donc sur une cinquantaine de kilomètres carrés dans le parc national de Lorelindu, dans lequel se situe la vallée de Bada, on a de manière complètement éparpillée. On n'est pas sur quelques kilomètres carrés où on a des statues. On a vraiment un endroit où il y a des statues. On va refaire 1 ou 2 heures de voiture. On va avoir des cuves dont le nom indonésien m'échappe. Je crois que c'est Gulumba, si je dis pas de bêtises. Après, on va refaire de la voiture, on va trouver d'autres statues. Donc, c'est très 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 vaste. D'accord, ça c'est des statues de posées, c'est ça? Voilà. Comme ça, ouais. Il y a des petites, celle-ci est plus petite. Il y en a qui sont allongées au sol, il y en a qui sont debout. La plus grande, elle s'appelle le Palindo, qui veut dire le divertisseur, qui mesure plus de 4 mètres, presque 4,50 mètres. Donc ça, c'est toujours les mêmes cuves qu'on a vues avant. D'accord. Avec, là, si tu peux revenir un tout petit peu au niveau de l'échelle. Voilà, au premier plan, on a, je sais pas, ce couvercle avec des formes bizarres. Avec des formes, on aurait dit des sculptures de... Voilà. Alors des lions ou des hommes à 4 pattes, comme on veut. Ou ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Là, c'est pareil, les cuves, toujours, voilà. Ça ressemble, oui, effectivement, des grandes cuves. Pareil, hein, là aussi... grande cuve, d'accord. Alors si tu descends, là c'est des statues. Oui. Donc là on voit aussi la culture mégalithique qui est totalement imprégnée dans la vie de tous les jours. On a les statues qui sont au milieu des villages et qui probablement, en tout cas c'est ce que disent les gens sur place, qu'elles étaient là avant. Elles ont toujours été là. Comme ce qu'on retrouve dans les rivières qui sèchent en Inde, comme la stèle de l'inventaire pour le plateau de Gizeh. Et donc les villages, ils ont hérité de ces statues et ils se sont greffés autour. Voilà. Ce qui va être intéressant de voir durant cette expédition et cette enquête, c'est d'essayer de déterminer si les statues et les jarres comme ça proviennent de la même civilisation, enfin en tout cas de la même période. Là aussi, on voit que les sexes sont toujours représentés, donc que ce soit chez l'homme ou les seins pour la femme. Ce qui sera... on voit un homme clairement avec un sexe, il a les mains là, il a la tête... Ouais. Les mains et la tête font beaucoup penser au Moai de l'île de Pâques. Ils font aussi beaucoup penser aux statues qu'on retrouve à Göbekli Tepe en Turquie, qui est un site qui est officiellement daté à 12 000 ans, donc moins 10 000 avant Jésus-Christ. Donc là, on a la même chose. Par contre, moi, ce que j'ai envie d'enquêter un peu plus précisément, c'est de savoir si les sexes qui sont représentés sur les statues sont d'origine ou pas. Parce qu'à l'île de Pâques et en Turquie, on ne retrouve pas de genre qui est apposé directement sur les statues. Ça pourrait très bien être quelque chose qui a été gravé ensuite qui a été rajouté a posteriori. Oui, par ceux qui ont hérité des sites. Là c'est quoi, une maison typique indonésienne, c'est ça? Oui, alors comme l'Indonésie, c'est quand même 17 000 îles. 17 000 îles, oui.
typique de là-bas, quoi. De cette région, de Sulawesi. Voilà, de Badavali en Sulawesi, parce que même en Sulawesi, on a énormément de culture et de maisons typiques. Voilà, on a les peuples des Torajan qui ont un culte de la mort qui un petit peu qui pourrait un petit peu déranger, parce qu'en fait, ils considèrent pas que les gens sont morts, ce qui fait souvent ils les gardent auprès d'eux, ils les habillent et ils se baladent avec eux. D'accord. Voilà. Donc avec des cadavres qui sont habillés, qui sont maquillés, parce qu'ils ne considèrent pas la mort comme la fin de la vie, ils considèrent la mort tout simplement comme une des étapes. Et c'est pas parce que quelqu'un n'est plus vivant, ne respire plus, qu'il n'existe plus dans la famille. Avec un cadavre, quand même, c'est un peu bizarre. Voilà. Bon, ils le font pas toute la vie, mais en tout cas pour célébrer la mort, pendant toutes les journées et les semaines de célébration, les morts sont... Il serait assis là, Métator, ce serait un cadavre, et ça choquerait personne, parce qu'on est là pour célébrer et remercier la vie de cette personne qui vient de s'éteindre. D'accord. Donc, tu me donnes des idées pour le 1er avril. Je mettrai un mort à côté de moi. Non, on ne sait jamais. Alors là, de nouveau, c'était simplement pour montrer que les monolithes, ils étaient là, et que la vie s'est greffée autour et l'a totalement adopté. D'accord, ça c'est dans un champ en fait. Voilà, lui, on l'appelle le petit singe. Pour moi, ça ne ressemble pas à un singe. Est-ce que tu as la photo du Palindo quelque part? Donc ça, c'est toujours les cuves. Je sais pas, comme il y a... Alors, Palindo, on va voir. On va avancer, on va voir. Non, toujours des statues. Toujours des statues, donc... clairement, là, c'est quand même féminin, ça. Oui, tout à fait, j'ai pas dit le contraire. Ouais. Toujours cette espèce de... Je sais pas, c'est une salamandre. Je sais pas ce que c'est. Ouais, toujours les... Alors, mais où est-ce qu'il est notre Palindo? Parce que le Palindo, il est très gros. Ouais. T'es sûr que t'as pas supprimé des photos? Ah non. Aïe. Impossible. Non. Bon, en tout cas, pour les curieux, allez sur le site révélation au pluriel -ancient-world. De toute façon, vous l'avez vu, je pense, sur les photos, et vous verrez dans nos carnets de voyage sur Vallée de Bada. Il y a toutes les photos avec... une représentation exhaustive de toutes les statues qu'on peut trouver sur place, dont le Palindo qui est le plus grand, qui fait entre 4 mètres et 4 mètres 50 de haut, qui est d'ailleurs incliné, comme la tour de Pise. Donc pareil, pourquoi il est incliné, pourquoi tout ça s'est éparpillé, cassé, dispersé. Voilà. Donc ça, ce sera le deuxième site qu'on va aller voir, parce qu'avant ça, on va voir le premier site qui pose beaucoup de problèmes en ce moment au gouvernement indonésien. C'est le site de Gunung Padang. Oui. Qui de manière, avec notre cher Carbone 14, a été daté à 20 000 ans. Oui, 20 000 ans, oui. 20 000 ans, de manière acceptée et officielle. Oui, d'accord, ouais. Et donc il y a beaucoup de fouilles qui sont organisées là-bas. Seulement, et on a posté il y a quelques jours comment ça s'appelle, une pétition, pour la continuation de ces fouilles, parce qu'en fait le gouvernement indonésien, pourquoi ça je ne sais pas, souhaite interdire les fouilles sur le site. Donc on a un site qui est officiellement daté de 20 000 ans en arrière, mais on interdit de le fouiller parce que je ne sais pas. Alors est-ce qu'on pourrait y trouver des choses entre guillemets interdites? Aucune idée. En tout cas, c'est vraiment un... C'est où par l'Indonésie? Dans l'est, dans l'ouest de l'Indonésie, ça, ce site? Alors, Gunung Padang, c'est... Alors, je vous invite à faire CTRL-T pour ouvrir un nouvel onglet de votre explorateur et taper Indonésie. Donc l'Indonésie, en fait, on a Sumatra. Donc, je vous le fais dans votre sens. On a Sumatra à l'ouest. Ensuite, on a Java. Voilà. Ensuite, on a Bali. Ensuite, on a Lombok. Ensuite, on a une grande île où il n'y a quasiment rien. Ensuite, on a Flores où on retrouve l'homme de Flores. Enfin, on retrouve l'homme de Flores et les dragons de Komodo. Voilà. Et Gunung Padang, en fait, c'est au sud de Java, au sud de Jakarta. Donc, Jakarta, c'est au nord-ouest de Java, ici. Et Gunung Padang, on est à peu près à 3 heures de route au sud de Jakarta. D'accord, ok. Voilà. Dans la contrée de Kionjur. Alors, je vais prendre les questions. Tu veux pas passer les photos de... On n'a pas de photos de Gunung Padang? Eh ben, je ne sais pas du tout. Je crois pas. Ah non, je crois pas, parce que c'est... Non, c'est vrai, il n'y a pas de... En tout cas, on va en prendre, on va faire des vidéos, et on va ramener tout ça, et puis on partagera avec tout le monde. Ok.
Alors, je prends les questions, parce que là, vas-y, il y en a tellement, comme ça, qu'on pendant puisse que la répondre. technique recadre. Voilà, il nous fait le recadrage pendant Il ce temps-là. essaye de masquer ma calvitie naissante. Non, c'est grillé. J'ai déjà reçu un SMS de ma femme qui me dit « Tu es génial, chérie, mais tu n'as plus de cheveux. » Donc, c'est foutu. On me dit, j'espère ne pas être hors sujet en posant la question, mais que pensez-vous des reproductions d'obélisques égyptiens, pierres monolithes, qui poussent comme des champignons à travers la Terre? Il y en a en moyenne au moins 2 par pays, sinon bien plus. Donc il fait référence certainement à toutes les obélisques. Papagaï, qui veut dire perroquet en allemand. Ouais, ah bon, en allemand? D'accord, je savais pas, mais c'est papagayo en plus en espagnol, c'est marrant. Et bah voilà. Mais alors, dis-moi, ces obélisques, quel est le rapport? Alors, c'est quoi? Parce que, alors, il y a celui qui est déjà sur la place de la Concorde. Oui. Il vient d'Égypte, il vient du temple de Luxor. Oui. Napoléon qui l'a ramené. L'Égypte nous l'a donné depuis, il paraît. Ils ont signé un papier. Ah, ça, je ne sais pas. Ouais, il paraît que si, il est officiellement à la France. Dommage. Je pense que les obélisques, initialement, représentent un accomplissement très avancé de la part de civilisations anciennes, qui ont ensuite été repris par nous aussi pour, comment dire, faire le lien, se référer. Faire le lien, aussi, pas s'autocongratuler, c'est pas le terme, mais se dire que bah voilà, on a aussi nos obélisques qui représentent, bon, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire que c'est une représentation phallique qui est là pour représenter la domination masculine. Non, moi j'ai entendu parler du culte du dieu Baal. Est-ce que ça tient la route, ça? Ça, je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire. Mais c'est vrai que quand on attribue la représentation phallique à l'obélisque, il y a un élément qu'on ne mentionne jamais, c'est que d'après les croyances et les... Comment ça s'appelle? Merde, on en a parlé avant. Le mot m'échappe. Les connaissances indigènes qui sont transmises par voie orale, quand on parle de civilisation pré-dynastique, quelle que soit la durée dans laquelle elle remonte, parce que certaines remontent jusqu'à presque moins 100 000 ans, on dit que l'Égypte était une société matriarcale. Ce qui fait que ça invalide totalement l'aspect masculin que seraient censés représenter les obélisques. Peut-être ça arrive après aussi. Je fais l'avocat du diable. Mais... Bah, comme d'habitude, on n'est pas capable de dater précisément tout ça. Alors on me dit, que connaît-on des différentes galeries et chambres sous le site de Gizeh? Alors tu en as parlé un peu tout à l'heure. Ouais. C'est vrai, on connaît pas. On connaît quasiment rien parce que c'est interdit. C'est interdit, mais il existe. Alors ça, j'ai entendu aussi, j'ai vu sur ton site, mais j'en avais déjà entendu parler avant, les fameux tunnels qui relieraient l'Écosse. L'Écosse jusqu'à l'Égypte. Jusqu'à l'Égypte. Bah, même sans aller aussi loin de l'Écosse jusqu'à l'Égypte. Bon, on sait qu'il y a Derin Kuyu en plein milieu de la Turquie. En plein milieu de la Turquie, ouais. 17 niveaux de chambres qui vont sous la terre, avec une température qui est la même partout, avec l'air qui circule partout, chose qu'on serait quasiment incapable de reproduire aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a ces soubassements sous les terres d'Europe et d'Afrique du Nord. Moi, ce qui m'intéresserait surtout de voir, c'est de savoir si, au-delà du fait que sous le plateau de Gizeh, on a toutes ces chambres, tous ces tunnels, ce gruyère de calcaire, qu'on a la même chose à Saqqara. Est-ce que, justement, là-bas, de manière un peu plus localisée, on a un système gigantesque qui pourrait aller de Meydoum, qui est beaucoup plus au sud, ou de Dachour, jusqu'à Gizeh, qui ferait déjà 50 km de distance. Ça, mais malheureusement, qui sait, c'est ankylose. Très bien, on a la pêche ce soir. Donc ankylose, oui. Malheureusement, même pour des gens comme nous qui souhaitons faire des recherches, emmener des gens pour leur montrer, on ne peut pas. Et même quand on est muni d'un guide qui connaît énormément de gens pour laisser passer, on ne peut pas tout voir. On peut juste aller dans le premier et le deuxième niveau parce qu'on a des tonnes de niveaux. Il y a des puits qui descendent, comme je disais avant, à plus de 100 mètres. Comment est-ce qu'ils ont creusé ça? Et pourquoi? Je veux dire, si on a des pyramides, pourquoi est-ce qu'on a tout ce soubassement? Voilà, donc malheureusement, ankylose, on pourra pas répondre à on n'est cette pas question. en mesure d'obtenir ces informations parce qu'on refuse
tout simplement qu'on les trouve par nous-mêmes. Comme je disais, il y a des grillages, il y a des cadenas, tout est fermé partout. Et si l'exemple qui m'avait frappé, c'était en fait en descendant de la pyramide de Képhren vers le Sphinx, il y a une grande allée de dallage de calcaire qui à l'époque devait être d'une lissicitude exceptionnelle. Tout comme on l'a dans la grande galerie de la grande pyramide, ce qui fait qu'avec les 26 degrés d'inclinaison de la grande galerie de la pyramide de Khéops, à l'époque, lorsque le calcaire venait d'être posé, c'était quasiment impossible de marcher parce que ça glissait. Tu vois, 26 degrés, c'est pas rien quand même. Et sur ce calcaire qui est travaillé, qui est poli, qui est lisse, on n'aurait pas pu marcher et remonter les 26 degrés d'inclinaison de l'antichambre qui monte jusqu'à la chambre du roi. Bon, toujours est-il que quand on marche dans cette allée précessionnelle, peu importe comment on l'appelle, qui est faite elle aussi d'ailleurs d'un puzzle moins complexe que celui de la pyramide de Khéops, on est quand même sur des monolithes, des mégalithes, et certains font 5-6 mètres de long. Ça, on n'en parle pas non plus. C'est une allée, on n'a que des énormes blocs de calcaire, d'autres d'albâtre aussi. Donc pour en venir à ce que je disais, une fois je me suis dit, tiens, j'ai l'impression qu'il y a une petite entrée pour essayer de zioter quelque chose, capter un peu. Le premier pas qui est fait en dehors de ce truc, c'est... Donc il y a vraiment une rétention d'informations. La plus grosse rétention d'informations à Gizeh, c'est concernant toutes les galeries souterraines, ça c'est certain. Personne ne les a explorées en fait, enfin officiellement. Officiellement. On me dit, est-ce que tu connais la pierre moulée de Davidovich? Ça te dit quelque chose? Oui, c'est quoi, ce qu'on appelle aussi les géopolymères. Ouais. En fait, c'est une technique qui... Ah oui, je crois avoir vu ça, le gars, il met les pierres, c'est ça, il les fait fondre. Voilà, il les concasse, il les mélange avec un certain alliage, et ce qui va lui permettre de les recréer en leur donnant la forme qui est désirée. Et c'est vrai que ça pourrait expliquer certaines anomalies qu'on trouve non seulement sur Gizeh, mais aussi à Dashur. D'accord. Ouais. C'est une technique qui est apparue quand ça Davidovich, je crois que c'est la fin des années 90, si je dis pas de bêtises. Mais c'est pas non plus quelque chose qui peut être mis en pratique et systématiquement donner la réponse des choses qu'on n'est pas en mesure d'expliquer. Ça peut expliquer certaines, mais pas tout. Donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, tout à fait. On me dit, est-ce que tu as une idée du nombre de sites monumentaux qui restent à visiter à travers le monde? J'imagine qu'il y en a beaucoup, non? Ouais, honnêtement, après avoir vu... il y a une chose qui m'a frappé, en fait, quand on repart de Saqqara. Ouais. De nouveau, on est un petit peu à travers le désert, et à travers le sable, on voit des mégalithes, de nouveau, de calcaire, très 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 érodés, qui sont là, qui dépassent un petit peu du sable. Et quand on s'approche, en fait, on voit qu'il y a aussi des galeries, il y a des choses qui partent en dessous, mais là, tout est quasiment complètement ensablé. Et je pense honnêtement que si on enlevait le sable de l'Égypte, on redécouvrirait plein de choses. On redécouvrirait, pas des pyramides, enfin je sais pas, mais en tout cas on découvrirait énormément de choses qu'on n'a pas encore découvert. D'accord. Que pensez-vous que cache le Sphinx? D'après plusieurs études, il y aurait une crypte sous cet édifice. Voilà, alors, que pensez-vous de cette vieille légende? La crypte, oui, on peut faire le lien avec la bibliothèque de l'humanité sous la patte gauche. Comme j'ai dit avant, malheureusement, c'est des endroits où on n'est pas autorisé à aller. Et tant qu'on peut pas, moi j'ai dit, je suis comme saint Thomas, j'aime bien les théories, j'aime bien mes petites idées, mais tant que je vais pas sur place pour voir et me dire ah bah j'avais raison ou ah non je me suis trompé, ça va rester malheureusement au stade de supposition non vérifiable malheureusement. Alors on me dit bonsoir, je partage totalement votre avis sur les datations au carbone 14 concernant les pyramides de Gizeh. Que pensez-vous des travaux de Georges Vermar qui estime leur construction à au moins 100 000 ans, au moment où celle-ci était alignée avec le baudrier d'Orion? Alors, l'alignement avec le baudrier d'Orion, d'après les travaux de Robert Bauval, appuyés de ceux de Graham Hancock, oui, on serait plutôt sur 12 500 ans, en termes d'alignement. Juste, là, je parle uniquement du baudrier d'Orion. Pour ce qui est de 100 000 ans, honnêtement, c'est possible. Il
y a plusieurs raisons qui me font dire ça. La première, c'est qu'avant je parlais de transmission orale de connaissances. Dans ces transmissions orales, il y a une civilisation prédynastique, antédiluvienne, que les Égyptiens appellent les Kémites, qui seraient issus de Osiris. Osiris qui est en fait on pourrait dire que c'est l'équivalent de comment il s'appelle, Viracocha, à chaque fois son nom m'échappe, Utnapishtim, chez les Sumères à 3000 ans avant Jésus-Christ, qui serait en fait le messager civilisateur d'une ancienne peuplade qui aurait ensuite été détruite. Parce que dans tous ces personnages, on va retrouver les similitudes de l'arche, des eaux, du déluge, du cataclysme, de la colombe. Et Utnapishtim, lui, par contre, il est clairement, donc on peut appeler ça un civilisateur sumer, qui date de 3000 avant Jésus-Christ, et lui est très clairement l'origine du mythe, enfin en tout cas de l'arche de Noé. Noé, en fait, est la représentation de Utnapishtim, le sumer. D'accord. 100 000 ans, c'est possible, parce que dans cette transmission orale indigène des Kémites, on remonte à 84 000 avant Jésus-Christ. Au-delà de ça aussi, dans les textes d'Hérodote, je ne sais plus si c'est Hérodote ou Diodore, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas dans ces textes, et ces éléments, comme ils dérangent, on les a occultés dans ce qu'a dit Hérodote, on a simplement gardé ce qui nous arrangeait. Il a dit que dans ce qu'on lui a transmis, à l'époque des Égyptiens, entre guillemets, donc prédynastique, constructeurs, bâtisseurs du plateau de Gizeh, ils ont vu, durant leur règne, existence, le soleil se lever 2 fois là où il avait pour habitude de se coucher. Ce qui veut dire que quand on considère la précession de la Terre, donc on sait que la Terre tourne sur elle-même, mais on sait aussi qu'elle oscille sur un axe. Sur un axe, oui. Voilà. Et pour faire un tour de cet axe, on compte à peu près 25 900 ans. Ce qui veut dire que au début de cet axe, en fait, comment dire, c'est pour ça que les constellations bougent à travers le ciel. C'est pour ça aussi que si nous on est amené à vivre 10 000 ans, on verra que le soleil ne se lève pas au même endroit, systématiquement. Donc si Hérodote nous dit que le soleil s'est levé 2 fois à un endroit où il avait pour habitude de se coucher, ça veut dire qu'on a au moins accompli 2 cycles précessionnels. Et comme on est à, grosso modo, on va arrondir à 26 000 ans, ça veut dire qu'on a au moins 52 000 ans d'existence pour pouvoir voir ça. Ouais. Voir ça. Donc voilà, 52 plus, je sais pas moi, plus 10 si on parle du déluge, on est déjà à 62. 100, ça me semble pas plus incongru que d'autres théories que Fernand Nathan nous transmet gentiment tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a aussi, en termes de datation, il y a aussi la théorie du déplacement de la croûte terrestre. Où, pour faire une petite analogie simple, en fait, quand tu as une orange, quand tu l'épluches, tu vois qu'aux 2 pôles de l'orange, il y avait des petits filaments qui retenaient l'écorce de l'agrume. On est d'accord jusque-là. Si par une manière quelconque tu arrives à désolidariser ces petits filaments de l'agrume, ça veut dire qu'en fait, l'écorce de ton orange, elle va pouvoir bouger. Et il y a beaucoup de théories qui ont été mises en place et notamment validées par Albert Einstein. Le premier qui a donné ça, c'est un chercheur qui s'appelait... comment il s'appelait son nom de famille? C'était Hopgood, Hopgood, qui avait parlé de ça. Et Albert Einstein a dit oui, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc s'il faut un argument d'autorité, comme on aime bien en avoir dans notre monde moderne, voilà, Albert Einstein n'a pas dit E égale mc2, mais par contre le déplacement de la croûte terrestre, c'est des conneries. Il a dit oui, c'est tout à fait possible et c'est plus que possible. Et pourquoi ce Hopgood a réfléchi à ça, en fait, c'est parce que je pense que les gens qui nous regardent, ils savent qu'on a des cartes qui représentent l'Antarctique sans glace. Les fameuses cartes de Piri Reis. Entre autres, il y a beaucoup d'autres. Il y a près d'une quinzaine de cartes différentes. Ah, il y en a une quinzaine différentes, d'accord. Piri Reis, c'est le plus connu, oui. Parce qu'il a aussi un nom un petit peu catchy, tu vois, ça se retient facilement. Ce qui fait que
de toute façon, on sait qu'à une époque, quelqu'un a été capable de cartographier de manière très précise non seulement l'Amérique du Sud, mais aussi l'Antarctique sans glace. Et l'Antarctique sans glace, alors aujourd'hui les gens vont dire oui, ça fait des millions d'années qu'il y a de la glace. Non, c'est pas vrai. La glace, elle a bougé, et elle a pris du terrain, elle a aussi disparu. On est entre moins 7000 et moins 100 000, justement, parce que là je reprends la question de Bob Désir en termes de datation, ce qui expliquerait que on ait ces cartes d'anciennes civilisations qui étaient capables... Moins 7000 et moins 100 000, c'est-à-dire que entre la glace, elle est apparue, tu veux dire, dans cette période-là. Voilà, ouais. À peu près. Parce qu'il y a des cartes... Donc Piri Reis, c'est une carte qui est totalement dénuée de glace. Par contre, il y a d'autres cartes, et ça c'est plus problématique entre guillemets, qui montrent l'Antarctique avec un peu de glace au milieu. Ça aussi, ça existe. Donc il y a des gens qui non seulement ont pu voir l'Antarctique sans glace, mais il y a aussi des gens qui ont pu voir cette période un petit peu intermédiaire qui remonte environ à moins 7000 jusqu'à moins 15 000, en tout cas pour la période lors de laquelle il y avait un petit peu de glace au milieu de l'Antarctique. Il y a des fouilles archéologiques maintenant en Antarctique? Non, parce qu'en Antarctique, quand il fait chaud, il fait moins 60 degrés, ça descend à moins 90. Ouais. Les conditions les plus extrêmes dans lesquelles l'homme vit, on va être au nord de la Sibérie, où on est à moins 50, moins 55, et les gens n'ont pas le droit en tout cas de sortir de plus de 10 minutes. Donc si on veut étudier l'Antarctique, c'est vraiment très problématique juste à cause des conditions. Mais pour revenir à ce mouvement de la croûte terrestre, en fait la théorie de Hopgood qui est appuyée par Albert Einstein au début du siècle dernier, tout simplement, la croûte terrestre, en fait, se serait déplacée de 30 degrés. Ce qui fait que l'Antarctique aurait été beaucoup plus haut, et puis il est tombé dans un climat qui n'était pas favorable à la présence de glace. Et après ce basculement de 30 degrés, il aurait obtenu la place qu'il a actuellement. Et la glace aurait commencé à prendre son chemin, et puis maintenant à totalement recouvrir la zone. Et le nord de l'Amérique qui lui était sous glace, il paraît, il est passé au chaud niveau. Le nord de l'Amérique qui dans est le chaud, quoi, puisque c'est descendu comme ça en fait. C'est-à-dire que le nord de l'Amérique est descendu dans le chaud. Ouais, c'est un petit peu difficile, mais ça permet aussi d'expliquer le fait qu'il y avait une climatologie différente en Égypte que celle qu'on a aujourd'hui. Avec l'ancien Nil qui s'appelait le Nil Our, UR, qui n'était pas... Comme la ville sumérienne. Exactement aussi. Le Nil Our, en fait, était plus à l'ouest que le Nil actuel. Le Nil actuel, il est à l'est de Gizeh, de tous les temples. L'ancien Nil était beaucoup plus à l'ouest, beaucoup, beaucoup plus large. Et c'est vrai qu'on retrouve, avant quand tu as montré la photo où on marche à Abu Ghurab, dans le désert, il y a des coquillages dans le désert. Donc il y avait de l'eau, tout simplement. Et il y avait de la vie sous-marine à cet endroit qui est maintenant désertique. De toute façon, le Sahara était une grande mer, visiblement, à un moment donné. Oui, parce qu'il y a aussi des baleines. Il y a aussi énormément de squelettes de baleines qui sont retrouvés en Égypte, dans le désert. Donc c'est pas incongru de dire... après, je dis pas que c'était il y a 5000 ans. On peut très bien... Il y a des millions d'années, ça pose absolument pas problème d'imaginer qu'il y avait des baleines et qu'il y avait la mer là-bas. Alors, on me dit... On m'appelle Mr. Rowe. Monsieur Rowe, que pensez-vous des photos de 1954-1958 publiées par des Russes qui montrent l'armée britannique en train de construire ou, entre parenthèses, reconstruire... Je ne connais pas ces photos. Age. Je ne connais pas ces photos. Ouais, d'accord, je ne connais pas ces photos. Non. Bon, voilà. Désolé, Psychotix. Voilà. Alors, on me dit... quelle est l'utilité des pyramides de Gizeh selon Yann ? C'est quoi alors ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que... L'histoire du tombeau, t'y crois pas, en tout cas, toi ? Alors déjà, on n'a pas retrouvé de corps dedans. Donc, si moi, je suis le pharaon aussi mégalo qu'on me prête être, si je fais ma pyramide de Khéops, je vais me faire enterrer dedans. Il y a non seulement sur le plateau de Gizeh, mais aussi dans d'autres pyramides, il y a des coffres qui ont été découverts scellés, mais vides. Donc ils n'étaient pas des tombeaux, donc il y avait une autre utilité. Il y a plusieurs théories concernant l'utilité des pyramides. Il y a la théorie de Christopher Dunn qui dit que c'était des centrales d'énergie
qui rejoint les travaux de Nikola Tesla, qui, avec l'utilisation des champs électromagnétiques, permet ou permettrait de distribuer de l'électricité illimitée, infinie et gratuite, parce qu'elle est simplement présente. Il faut uniquement prendre son courage à deux mains et mettre en place les outils qui vont permettre de catalyser ce qui existe de manière naturelle. Il y a d'autres théories qui, effectivement... Alors, Christopher Dunn, lui, il rentre un petit peu plus dans le détail de produits chimiques, de choses comme ça qui auraient été utilisés. Avant, quand je parlais des kémites, les kémites, ils sont beaucoup plus axés sur les vibrations, parce qu'on sait qu'avec le son, on peut faire énormément de choses, et que que ce soit les obélisques, parce que c'est vrai, quand on tape sur une obélisque, aussi énorme soit-elle, il y a une résonance qui est très étrange. Bon, je peux pas la décrire, hein, mais il faut venir sur place, tu vois, on met l'oreille, on tape à côté, on dit, ah oui, c'est quand même étrange. Donc que ce soit les obélisques, les soubassements de la pyramide dans laquelle aurait passé de l'eau pour créer des vibrations, la grande pyramide en elle-même qui a des circuits, enfin qui a une conception interne qui est absolument ubuesque. Donc il y avait obligatoirement une utilisation très précise. Aussi dans la pyramide rouge de Dachour dans laquelle on peut rentrer, on a toujours ces couloirs qui sont parfaits et on arrive dans des pièces qui sont, quand on parle, c'est incroyable. Quand on est dans le couloir qui descend dans la pyramide de Dachour, là je parle uniquement des vibrations sonores en fait. Quand on est dans ce couloir, quand je suis en haut et que ma femme est en bas, on ne s'entend pas parler. Alors qu'on est dans le même tuyau. Et dès qu'on sort de là, on est dans des grandes pièces qui sont construites de manière à ce que la résonance soit vraiment très 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 présente. C'est-à-dire là, en chuchotant, on t'entend partout, c'est ça? Tout à fait. Et dans toute la pyramide. Alors qu'à 2 mètres de distance, si moi je remonte et que je vais dans le couloir et qu'au mois de septembre, une des personnes qui viennent avec nous me dit « Ah, attends Yann, reste ici », je ne l'entendrai pas. Il va vraiment falloir qu'elle parle très très fort. Et tout cet aspect sonore, vibratoire est aussi une piste à exploiter, parce qu'on sait qu'on peut soulever ce gobelet en plastique si on a des enceintes qui balancent la bonne fréquence pour que ça bouge. On a aussi vu, ça j'en avais parlé dans une autre émission, on a un Russe qui a montré récemment, il y a une vidéo sur YouTube, malheureusement c'est des mots-clés en anglais, donc peut-être qu'on le mettra une fois ou alors envoyez-nous un mail et puis je vous répondrai en mettant le lien. Révélation au pluriel 2016 @gmail.com si vous avez d'autres questions. En fait, ce Russe avec... alors je ne sais pas si c'est un osmoseur ou quel type de machine, mais en tout cas avec du son, il a montré qu'avec un petit cercle de métal, il a pu couper des roches, dont du granit, avec un rendu qui est très bizarre et qui s'approche d'un état de fonte qu'on retrouve quand on va analyser les hiéroglyphes, qu'on retrouve quand on va analyser d'autres choses. Donc peut-être, comme je disais avant, une technologie plus poussée, mais simplement parce qu'on ne la maîtrise pas encore, alors qu'elle est finalement disponible à l'état naturel. Par contre, ce Russe, lui, il utilise quand même des machines pour générer la force. Comment est-ce que eux, s'ils avaient utilisé des techniques similaires, comment est-ce que eux avaient pu générer l'énergie suffisante pour créer les vibrations qu'on peut appeler pseudo-antigravitationnelles, si on veut rentrer un petit peu dans des termes que certaines personnes mentionnent de temps en temps. Donc voilà, l'utilité des pyramides, franchement je ne suis pas sûr qu'un jour, en tout cas nous vivants de notre génération, on saura ce que c'est. Ouais, ça risque d'être difficile. Oui. On me dit, Yann, croit-il en l'existence d'une civilisation beaucoup plus avancée technologiquement que la nôtre, ce qui pourrait expliquer la construction des pyramides? Métavénère. Oui, à 100%. Ouais. Ouais. Sans pour autant être capable d'expliquer comment ils ont fait ça, mais quand on est face aux choses qu'on voit quand on va en Égypte, ça fait peu de doute. Ça fait peu de doute. Après, le terme plus avancé, technologiquement, voilà, ça peut être des technologies, des technologies entre guillemets modernes qui répondent à des critères modernes, mais ça peut aussi être des technologies qui nous sont totalement inconnues et qui pour le coup sont quand même plus avancées que les nôtres.
Alors, on me demande aussi, on me dit, à propos des géants, Oui. beaucoup de photos et de récits circulent, il y a beaucoup de montages de faux squelettes. Oui. En avez-vous vu de vos propres yeux ou tout simplement une preuve irréfutable de leur existence? J'en ai jamais vu de mes propres yeux. Je sais simplement que il y a énormément de coupures de presse, de petits journaux, surtout de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui relatent des trouvailles de squelettes de géants, donc ce qu'on appelle les néphilim. Géants qu'il faut aussi croiser avec ce qu'on trouve sur les hiéroglyphes. Comme je dis, toujours il faut voir les choses de manière globale. On peut pas faire le travail sérieusement si on n'a pas cette approche globale. Sur les hiéroglyphes, on a aussi des géants. Dans les mythologies, on a aussi des géants ou des dieux venus du ciel. Sur des hiéroglyphes, on a des géants qui non seulement sont beaucoup plus grands que les autres humains représentés, mais on a aussi des géants qui se trimballent avec des petits blocs sur les épaules. Enfin, pour eux, des petits blocs, mais en tout cas qui seraient censés représenter les blocs des pyramides. La question à se poser, c'est est-ce que c'était réellement des géants, qu'on retrouve aussi, comme je disais, dans des mythes un peu partout à travers la planète, ou est-ce que c'était simplement un emblème, une représentation de ces peuplades qui étaient considérées par l'Égypte dynastique comme supérieures parce qu'elles avaient construit ces pyramides. Mais on les retrouve à Sumer, on les retrouve partout. C'est ça. Et on les retrouve partout. Dans toutes les coupures de presse, il y en a vraiment des centaines et des centaines. Semble-t-il que même Magellan, donc, oui. Voilà, il arrive en Patagonie, Patagone, c'est les géants en espagnol. On donne ce nom-là parce qu'il dit qu'il a vu des géants sur la côte quand il est passé. Quoi, donc. Oui, il y a aussi... c'est vrai que les vidéos YouTube, on peut faire dire un petit peu tout ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'il y a aussi... je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas dans les coupures de presse, on est vraiment sur des centaines de coupures de presse. Les tailles des squelettes vont de 7 pieds, donc 7 pieds ça fait un tout petit peu moins de 2,10 m. Un pied c'est 30 cm, un tout petit peu plus de 30 cm, jusqu'à 18 pieds. 18 pieds, ça commence à être impressionnant. 18 pieds, c'est un immeuble, quoi. 18 pieds, c'est une personne qui fait 6 mètres de haut. Donc... C'est des coupures de presse. Bon, moi, j'en ai jamais vu de mes yeux, donc comme j'ai dit, comme saint Thomas, je préfère m'abstenir. Mais quand il n'y a pas de musée qui a gardé de squelettes de ça Non. Il y a eu une île dont le nom a une consonance italienne sur laquelle on aurait retrouvé au début du XXe siècle 3800 squelettes de géants qui faisaient entre 2,10 m et 2,50 m, tous. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut considérer, qui n'apportent pas forcément de réponse, mais en tout cas, quand on les recroise, comme je disais, de manière globale, avec ce qu'on trouve dans les mythes, pourquoi est-ce que tous les mythes du monde auraient parlé du déluge, et de géants, et de dieux venus du ciel, s'il n'y avait pas une part de vérité, une part factuelle, historique, de toutes ces choses qui ensuite se sont transmises... et ensuite sont devenus des mythes pour notre civilisation qui date de 2000 ans. Enfin, c'est rien, quoi, à l'échelle de la planète. Voilà, donc les géants, non, j'en ai jamais vu, mais effectivement, c'est une question à étudier parce qu'il y a des similitudes et des croisements qu'on peut faire. Ouais. D'ailleurs, Angkor Wat, c'est la cité des géants, et dans on va dire la cosmogonie et la mythologie populaire, on dit que ça a été construit par des géants, c'est la ville des géants. Tout à fait. Et aussi à Angkor Wat, on trouve une gravure de stégosaure. Oui. Dans un mur. Oui. Il y a des gens qui disent que c'est un faux qui a été fait après. Oui, un faux ou un porc-épic ou je sais plus quoi, mais en tout cas quelque chose qui est absolument pas disproportionné, alors que si on cherche une photo de un squelette de stégosaure, c'est exactement les bonnes proportions, quoi. Donc ça aussi c'est très étrange, et on a aussi les pierres d'Ica sur lesquelles on a des hommes qui chevauchent des dinosaures. Alors est-ce que c'est une arnaque et c'est contemporain ? Oui, mais alors à ce moment-là, c'est comme d'habitude, les coïncidences sont globales, systématiques et répétées à travers la planète. Donc ça fait un petit... Quand on parle d'arnaque ou de hoax, oui, si c'est des choses isolées, oui, il n'y a aucun problème. Hein. Il y a énormément, pour reprendre la photo la question des géants de je ne sais plus qui. Je sais plus, bon, toujours est-il que voilà, une photo avec un jeu de perspective pour faire croire que le crâne fait la taille du torse, bon ok, il n'y a pas de problème. Mais de manière un peu plus reculée et posée et réfléchie, si on croise toutes ces choses, il faut quand même les considérer. Parce que les choses n'existent pas, c'est pas de l'autogénération.
Alors, on me dit, Hérodote parle de coquillages et de sel autour des pyramides. Et aussi, l'écrivain Frédéric Louis Norden, vers 1750, a également trouvé des coquillages sur le site de Gizeh. Et du sel a été trouvé dans les murs de la chambre du milieu, ce qui prouve qu'il y avait de l'eau de mer. C'est de nouveau en kilose. Comme je disais avant, oui, effectivement, il y a nous quand Pourquoi les égyptologues nient-ils ces faits aussi? Parce que tout le monde se jette par la fenêtre si on se dit qu'il y avait une civilisation antédiluvienne. Parce que ça veut dire que là, en gros, ce que je comprends, c'est qu'on a retrouvé du sel marin à l'intérieur de la grande pyramide, ce qui veut dire que tout a été enseveli à un moment donné sous la mer. Oui, c'est tout à fait possible. Et ça non seulement on peut retomber sur de l'époque antédiluvienne, mais surtout, dans antédiluvienne, il y a déluge. Et le fait qu'il y ait de l'eau peut aussi apporter de l'eau au moulin du déluge qu'on retrouve dans 500 mythes, croyances à travers la planète. Et d'ailleurs, sur ces 500, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il y en a 60 ou 70 qui ont été étudiés et qui ont été validés de manière totalement indépendante. C'est-à-dire que sur les 500, il peut très bien y avoir les Sumériens, les Égyptiens et tout ça qui se sont un petit peu transmis les informations au fil des millénaires. Mais malgré tout, parmi ces 500, il y en a 70 qui ont été historiquement validés de manière académique, en étant totalement indépendantes les unes des autres. Alors on me dit aussi, fin 2015, des scientifiques ont découvert des incroyables anomalies thermiques sur la pyramide de Khéops. Les pierres présentent des écarts de température allant jusqu'à 6 degrés entre deux blocs voisins. Les raisons de ces anomalies restent pour le moment inconnues, et des ingénieurs de Dassault Systèmes devraient être associés à une nouvelle phase de recherche pour trouver une explication. Oui, ça c'est le projet Scan Pyramide. Je pense que c'est un petit peu du... Je pense que c'est un petit peu du vent de la part de l'égyptologie académique pour se donner bonne conscience. Un peu du spectacle pour dire qu'ils cherchent la vérité. Mais quand bien même, ils vont dire, bah oui, effectivement, ce bloc fait 20 degrés, celui-là en fait 14. Ça ne fera pas avancer le truc. Donc c'est du faux sensationnalisme. C'est un petit peu du faux sensationnalisme pour faire bonne figure et dire et nous faire croire en tout cas qu'ils cherchent dans la bonne direction d'une manière alternative, officielle, mainstream, etc. Après la conception de la pyramide en elle-même, ses couloirs, même non seulement le parement, mais aussi les mégalithes, parce que quand Graham Hancock a escaladé de nuit la grande pyramide en mars 1993, ça lui a pris à peu près 1 heure. Et d'ailleurs, pour la petite info, il s'était fait arnaquer par son guide parce qu'il avait donné $150 de bakshish pour les gardiens de nuit pour qu'ils les laissent passer. Et son guide, à l'époque, qui s'appelait Ali, lui a fait faire en fait tout le tour de la pyramide pour dire non, il faut monter côté sud-ouest. Et donc ils ont fait les 4 côtés pour à chaque fois de nouveau croiser chaque garde pour lui redonner un petit truc de plus parce que sinon il ne laissait pas passer. Donc une fois qu'ils avaient fait tout le tour, ensuite il a dit bon ok, on peut monter. Et en fait, Graham Hancock, quand il a escaladé ça de nuit, il a dit que très clairement, il y a une incohérence totale, en tout cas structurelle, de la conception de la pyramide sur ces mégalithes de calcaire qui constituent le plus gros de la pyramide et de ces 6 millions de tonnes. Parce qu'il y a des moments où il montait et il fallait qu'il fasse un petit détour parce qu'il venait de passer un degré de construction où les blocs faisaient peut-être 50 cm de haut, et ensuite on était sur des blocs qui faisaient 1,50 m, 2 mètres. Donc forcément, dans notre structuration, on fait des gros mégalithes comme à Baalbek, dans ces temples romains au Liban, et plus on monte, plus on va alléger. Alors que là, justement, c'est pas du tout ça. C'est un enchevêtrement inexplicable avec des petits blocs sur lesquels sont apposés des blocs gigantesques, et ce à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Bon, je parle même pas des blocs de granit à l'intérieur de la chambre haute qui sont à 70 tonnes à 60 mètres du sol. Mais voilà, donc tout ça pour dire que je ne sais plus. Voilà, donc même la structure même de la pyramide pourrait expliquer des différences de température, et je pense que ce Scan Pyramid Project, c'est un peu de la... Ouais, c'est un petit peu de la fumisterie pour se donner bonne conscience. Alors, tu connais les ruines de Nam Madol à Pohnpei? Nam Madol, oui. Alors, c'est
C'est dans quel pays? C'est en Indonésie. Indonésie aussi, d'accord. C'est en Indonésie et on est en... Non, c'est pas en Indonésie, c'est en Micronésie. C'est en Micronésie. Donc on est... Donc on a l'Indonésie, on a le Timor occidental, on a le Timor oriental. Puis on a la Micronésie. Comment ça s'appelle Nouvelle-Guinée, Papouasie, Nouvelle-Guinée. Ouais. Et on a aussi la Micronésie qui est dans ce coin-là. Donc on est vraiment très 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 à l'est. Plus à l'est, on est dans le Pacifique et on est en route vers Tahiti et l'île de Pâques. Voilà. Donc oui, Nan Madol, on retrouve des mégalithes, des structures mégalithiques qui représentent les mêmes schémas de conception que les mégalithes qu'on va voir cette année à Gunung Padang sur Java. On en parlait avant en antenne, ça peut un petit peu s'assimiler aux stalactites de lave séchées de la cascade noire Svartifoss au sud-est de l'Islande. Comme si on les avait coupés en fait. Et voilà, ils font entre 1 mètre et 3-4 mètres de long. C'est pas gigantesque, mais en tout cas, ça a le mérite d'être là. Et en tout cas, à Gunung Padang, c'est des millions de blocs. Et là-bas, en Micronésie, mais c'est tellement loin. Évidemment, c'est sur notre liste de sites à explorer, mais c'est tellement loin qu'il faut déjà 2 jours et demi, 3 jours pour y aller. C'est plus compliqué d'aller là-bas en Micronésie que d'aller à l'île de Pâques. Ah ouais. Parce que l'île de Pâques, on pose à Santiago. Au Chili, et puis des avions au Chili, directs. Voilà, on reprend 4 heures d'avion et c'est réglé. Là-bas, il faut aller à Jakarta, ensuite il faut prendre un vol interne jusqu'au Timor, après il faut reprendre ceci, après il faut prendre du bateau. C'est très inaccessible. Ouais. Très inaccessible, mais on ira un jour, ça c'est sûr. Alors on me dit, connaissez-vous les travaux de François Dupuy-Pacheran sur la datation des pyramides du plateau de Gizeh? Non. Non. Bon. Désolé Virginie. On est tranquille. Quoi de neuf au sujet de l'anomalie de la mer Baltique? Ah, c'est quoi l'anomalie de la mer Baltique? Je sais pas, j'aimerais bien que... Ils nous sortent des choses, on n'a même pas parlé de cette anomalie. Bon, ils pensaient que... Voilà. Alors, on me dit, connaissez-vous la chronologie du prêtre Manéthon datant la pyramide à plus de 30 000 ans, dont 20 000 avant le déluge? Oui, si tant est que le déluge est... Bon, le déluge, on peut accepter qu'il ait eu lieu environ à 11 700 ans. Il y a 11 700 ans, qui est à peu près la période de la fin de l'ère glaciaire. Ces datations de Manéthon, elles pourraient en tout cas être le résultat de ce qu'on lui a enseigné, de nouveau de manière orale, et qui recoupe ce dont parlent les kémites, ou la commission, on peut aussi les appeler comme ça. D'accord. Donc en termes de datation, ouais, on est à peu près sur les mêmes... en tout cas sur une période antédiluvienne, ce qui fait maintenant très peu de doute en tout cas. Alors on me dit, vous nous avez montré beaucoup d'édifices ou d'éléments provenant de sites majestueux, mais a-t-on également trouvé des objets de la vie quotidienne, anormaux ne collant pas avec les technologies que l'on prête à l'Égypte antique? Oui, sur le plateau de Gizeh, on est à peu près un peu plus de 40 000 objets indépendants de vases, de petites pierres, toutes ces choses, qui sont dans les différents musées, que ce soit au British Museum de Londres, au Louvre, voilà. Mais sur place, en tout cas, il ne reste plus rien. D'accord. Allez, je prends les dernières questions. Vas-y. Allez-y. On me dit, l'invité connaît-il la pyramide de Nice? Pas encore. De Phalicon? Pas encore. Mais on va aller... on a la chance d'avoir un petit pied-à-terre en Provence, près de Carpentras, et on ne manquera pas d'aller voir certains sites du sud de la France. C'est vrai? Ah bah vas-y, parle-moi, dis-moi. Ah bah, pyramide de Phalicon, c'est une pyramide comme ça. Bon, j'ai vu les photos, mais je l'ai pas vu en vrai. En fait, on va dire qui surplombe la ville de Nice, quoi, qui est en face. En face, c'est Nice. Hein, on est vraiment dans les hauteurs de Nice. On voit la superbe. Vraiment, oui. C'est vraiment magnifique. Et c'est un petit village qui est, j'ai envie de dire, perché, posé comme ça sur la montagne. Hein, des petits villages pittoresques dans ce coin-là. Dans les Alpes-Maritimes, ils en ont beaucoup. Assez mystique, faut bien le dire. Je voyais parler de franc-maçonnerie, de choses. Alors j'ai vu, moi... Je te dis ce que j'ai vu. Hein, j'ai même des photos. Vas-y, dis-moi. Des espèces de choses apparenté à une église, hein, on va dire, d'apparence, ça ressemble à une église. Or, dessus, il faut bien le dire, il y avait tout un tas de fresques d'hommes qui ressemblaient plutôt au Ku Klux Klan, qui étaient avec les chapeaux pointus, les machins. On voyait des signes. Alors là, tout de suite, tous les conspis vont hurler parce qu'ils vont dire, bah oui, il y avait les deux, les os là, les fameux, un peu comme le signe qu'on retrouve évidemment sur les SS nazis.
et le Skull and Bone, ceux qui connaissent Skull and Bone, Oui. voilà, et ben, ils ont une espèce de logo avec une tête de mort et deux os qui se croisent. Et ben il y avait ce signe-là gravé aussi sur l'église, je dois bien le dire, avec un Christ très très bizarre, une représentation et tout ça. Alors on a pris des photos. Et, Oui, vas-y. Et en fait tout ça, donc c'est le petit village Falicon. Donc il y a cette pyramide qui est très inaccessible, faut bien le dire. Il faut s'organiser, il faut bien repérer le chemin. Moi, j'étais avec des camarades, je leur passe le salut s'ils regardent, ils se reconnaîtront, qui, eux, sont du coin, donc ils ont pu guider, puis ils avaient déjà déjà préparé à l'avance, mais c'est quand même assez compliqué, elle est très inaccessible. Il faut marcher quasiment 1 heure, je pense, à peu près. Ça se mérite. Ouais, voilà, ça se mérite, hein, pas loin d'1 heure, donc dans la montagne et tout. Et puis on arrive donc dans cette pyramide, alors qui... Selon un documentaire que j'ai vu sur Internet, semble-t-il, a été un petit peu mieux encore il y a quelques années, mais là, elle a été ça a été clairement détruit au-dessus, quoi. Enfin, le pyramidion, je sais pas comment on l'appelle, il a été détruit. Il y a une ouverture. On sait qu'il y a donc c'est complètement creux à la montagne. Hein. D'accord. Il suffit qu'on avait des lampes, on peut voir que machin. Il y a même des gens que je connais qui sont descendus. Il y a plusieurs étages. Alors, le plus étrange, évidemment, c'est parce qu'il y a la pyramide, et tout en bas, mais dans la ligne droite directe, je veux dire, vous faites 300 mètres en bas de la montagne, en ligne droite, il y a une ancienne commanderie des Templiers. Bon, j'y peux rien, c'est pas... Analysons ça de manière globale. Voilà, mais il y a quelque chose à l'intérieur. Je trouve ça dommage que... il n'y a pas trop d'intérêt de nos yeux, évidemment, en France, sur mais c'est très intéressant, en tout cas, celui qui arrive à s'organiser, aller à l'intérieur. Il y a plein de choses à voir, à mon avis, à filmer. Alors, semble-t-il que dans le village de Falicon lui-même, il y a tout un tas, évidemment, de choses, d'histoires qui tournent autour de cette pyramide. D'expérience, nous, dans le village, après avoir parlé un peu aux habitants et leur demandé s'ils connaissaient la pyramide, personne ne la connaissait. Ils jouaient un peu. Ça faisait encore... Alors là, on était dans un vrai film de conspiration. Vous connaissez la pyramide? Ah bah non. Elle est là-bas, elle est visible, parce que tu la vois en plus. D'accord. Okay. Donc c'est un peu bizarre qu'ils disent qu'ils la connaissent pas, alors qu'elle est visible, elle est parfaitement visible de tout le village. Hein. Parce que t'as le village qui est là, et la pyramide est en fait sur la montagne. Et... Ok. Impossible de la louper. De pas la voir. On ne peut pas la louper. Mais je rebondis sur ce que tu as mentionné sur la représentation bizarre de Jésus. Oui. C'est qu'avant, quand je parlais de... Ouais, je sais, il est tard. Quand je parlais de Viracocha ou l'autre, là, ou de Napishtim, ce sont des gens donc, qui étaient sumères, donc pour Utnapishtim, Viracocha plutôt au Chili, parce que les Viracocha, c'est ceux à qui on attribue les lignes de Nazca et les géoglyphes de Nazca. Mais dans toutes ces légendes, la représentation humaine de ces personnes, en tout cas les descriptions dans les textes, c'était un homme blanc, vieux, à barbe. C'était absolument pas quelqu'un d'Amérique andine, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. C'était un blanc avec une longue... Un genre de Gandalf, quoi. Voilà, non mais une sorte de Jésus, quoi, tu vois. Donc la représentation de Jésus est similaire à ce qu'on peut retrouver en Amérique du Sud. Voilà. Là, je vois quelqu'un qui demande bizarre que vous n'ayez pas parlé de Coral Castle et sa mystérieuse boîte noire. Ah oui, oui, parce que tu en parles, ça, c'est le gars qui a construit son château de corail, voilà, ça aux États-Unis. Ouais. Allez, un petit mot pour finir sur ça. Eh ben, on finit là-dessus. On va ramener des photos et des vidéos parce qu'on va aller là-bas au mois de fin mars l'année prochaine. Comme ça, enfin, voilà. On aura un reportage. Par contre, désolé, c'est un voyage privé, ce ne sera pas ouvert au public. Ah oui, d'accord. Et bon, justement aussi. Tiens, question subsidiaire, tous ceux qui veulent des renseignements, parce que tout à l'heure j'ai vu on me demandait pour tes voyages, etc. Ils vont sur ton site. Ils vont sur le site, il y a une rubrique revelationoftheancientworld.com. Exactement. C'est un site bilingue, donc vous mettez le petit drapeau français pour la France. Voilà, français anglais. Chinois, j'imagine. Ah, non, j'ai essayé chinois, après je me suis paumé dans le code HTML. Donc voilà, on a une rubrique nos circuits avec... enfin, nos circuits, parce qu'il faut bien leur donner un nom, mais en tout cas nos expéditions, où on a donc l'Égypte, l'Islande et plusieurs expéditions en Indonésie. On va en rajouter pour l'Indonésie, on va rajouter d'autres dates aussi pour l'Égypte. Donc on a fin septembre, début octobre pour l'Égypte, fin octobre, début novembre pour l'Indonésie. L'Indonésie, l'année prochaine, on va avoir plusieurs voyages. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc il y a cette rubrique, et puis il y a tout simplement un formulaire, parce qu'il faut, comme je disais, c'est des tout petits groupes,
surtout pour l'Indonésie. Et donc en fait, il faut simplement dire combien de personnes partent de où, pour qu'après on puisse organiser ça de manière correcte. Et voilà, et puis après on répond, on envoie la réponse avec le détail, comment ça se passe, qu'est-ce qui est compris aussi dans le prix, dans le voyage et tout ça. Et au-delà de ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, que dans le futur aussi, alors c'est pas du tout archéologie alternative, mais dans nos voyages en Indonésie, en tout cas, on va toujours, à partir de 2017, essayer de coupler un projet de financement participatif pour aider les populations locales, que ce soit pour les aider dans leur vie quotidienne, dans leur travail, ou en termes d'éducation pour les enfants. L'éducation, ça va être sur Flores, pour la vie économique, ça va être sur Java. Mais en tout cas, dans toutes les expéditions, les gens auront la possibilité soit de donner, nous quand on ira sur place, d'aider les populations locales, ou alors même si les gens donnent et qu'en plus ils partent avec nous, de directement rencontrer les gens qu'ils vont aider, que ce soit des mineurs, enfin voilà, toutes ces... plein de projet, ça. Voilà. Ouais. Donc ça, il faut le mettre en place, parce qu'il y a aussi des histoires de fiscalité, enfin c'est la France, hein. Si on nous donne 100, on doit donner 60 à l'État, ou 40, je sais plus. Ah, d'accord. Voilà, c'est la loi. Bravo le développement. Sauf si on est auto-entrepreneur, là c'est considéré comme du chiffre d'affaires, donc ça nous permet justement de garder un peu plus d'argent pour faire une petite cagnotte. Mais c'est vrai que en termes de financement participatif, même avec quelques petits milliers d'euros, sans même atteindre 5 ou 10 000 euros, on peut déjà faire énormément de choses avec ces gens pour amener sur place des livres pour les enfants, ou amener, là je parlais de mineurs, leur amener des chariots, pour qu'ils puissent un petit peu améliorer leurs conditions de travail qui sont absolument inhumaines. Donc voilà, on n'est pas que alternatif, on est aussi un petit peu responsable, parce que nous, dans nos pays égocentriques, on est un petit peu trop pinailleurs et on se prend la tête pour quelques euros, alors qu'on a la vie la plus confortable, on est les 1% les plus confortables de la planète. Et quand on voit des gens qui sont vraiment dans le besoin, quand on rentre, ça nous permet de relativiser. Et nous, on a voulu, au même titre que l'archéologie alternative et tous ces voyages, d'emmener des gens et d'ouvrir ces destinations au public, également de s'impliquer dans cette démarche un peu plus responsable et moins occidentalo-occidentale. Voilà. Et ben bravo. C'est un très bon mot pour la fin. C'est un bon mot, je viens de dire le mot parfait pour la fin. Merci beaucoup, Yann. Merci à toute l'équipe, la nombreuse équipe, là ils sont 17 en régie. Oui, en régie, oui. Dis pas ça va faire des histoires. Non. En tout cas, on leur fait un grand bonjour à la régie, évidemment. Grand au revoir plutôt, enfin au revoir au modérateur, au revoir. Et désolé à toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Voilà, écoutez, le débat il va se poursuivre. De toute façon, sur internet, c'est votre grande formule. Au revoir à tous, on se rejoint de toute façon. Et puis je reviendrai. Lundi, et tu reviendras, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Voilà, on me dit c'est un bon gars, Yann, tu vois. Merci, Veta Vénère. Voilà, moi je suis Gabon et toi tu es un bon gars. En tout cas, il n'y a qu'une chose, vous savez très bien, c'est que si vous écoutez ce message, vous n'êtes pas guidé là, mais forcément, vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao. Merci tout le monde. à tous, ciao. à bientôt.